Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, monsieur le grand rabbin Chaim Korsia. Bonjour. Bonjour. Il y a un an, le pogrom du Hamas du 7 octobre. Depuis, Israël est en guerre contre les terroristes du Hamas à Gaza. Israël a dû faire face aux attaques du Hezbollah depuis le Liban, des Houthis depuis le Yémen et de l'Iran depuis le sol iranien. Une actualité qui sera bien entendu au centre de notre émission, mais vous avez aussi, monsieur le grand rabbin, une actualité personnelle, puisque vous publiez Ma vie avec Edmond Flegg aux éditions Gallimard. Alors pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? Et puis il y a une autre actualité, il y a aussi Rosh Hashanah. Oui. Et même si c'est passé, on peut souhaiter Shana Tova, on peut souhaiter à tous vos auditeurs d'avoir la réalisation de leurs vœux, de leurs désirs, et de trouver les voies pour contenter, je le dirais avec mes mots de rabbin, contenter l'aspiration que Dieu a pour nous, notre capacité à les réaliser. Voilà. Et d'ailleurs, c'est lié à quelque part à Edmond Flegg. Bien sûr. Hein ? Parce que Rosh Hashanah, c'est la fête pour moi de l'espérance, et Edmond Flegg, c'est l'homme de l'espérance. Si vous voulez, il y a deux typiques. Il y a Gérard de Nerval, l'homme de la mélancolie et du spleen, et il y a Edmond Flegg, l'homme de l'espérance. Edmond Flegg, dont nous allons célébrer en novembre 2024 les 150 ans de la naissance. C'est un homme assez extraordinaire, un peu oublié malheureusement, qui a retrouvé dans un chemin qui me rappelle un peu celui d'Abraham, le patriarche, qui a retrouvé par sa propre réflexion un judaïsme authentique fait d'études. Et de lecture. Et de lecture, mais d'études. Et d'études. Et vous Il a écrivez... fait Normal Sup, ça aide aussi à comprendre l'importance de la lecture et des études. En effet. Vous savez que c'est une très bonne école, je crois que vous connaissez bien. Un petit peu indirectement. Indirectement. Hein ? Vous écrivez dans ce livre que parmi justement tous les livres que vous avez lus, aucun ne vous a autant ému et aussi profondément frappé que celui d'Edmond Flegg, intitulé Pourquoi je suis juif. C'est un livre qui a près de 100 ans, puisqu'il a écrit en 1928. Est-ce que ce texte est toujours d'actualité ? Il est évidemment d'actualité, même si, en fait, quand je parle des livres qui m'ont le plus ému, je voulais dire dans le thème judaïsme, parce que sinon, il faut placer les Trois Mousquetaires au top du top. Mais Edmond Flegg, dans ce livre qui s'appelle Pourquoi je suis juif, et dont la tragédie veut qu'il le dédie à ses petits-enfants pas encore nés, petits-enfants qu'il n'aura jamais, parce qu'il a un fils qui meurt pour la France en 40, et un deuxième qui se suicide parce qu'il n'est pas apte à servir dans les armées. Et donc, il n'a pas de petits-enfants. Et vous qui avez été aumônier des armées, vous savez ce que c'est. Oui, aussi. Mais je pense que ce désir de servir la France par les armes, ce que Flegg va expérimenter. Flegg est né en Suisse, donc il est suisse. Et pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, il s'engage dans la Légion étrangère pour servir, pour défendre l'idée qui se fait de la France. Au fond, l'idée qui se fait de la démocratie. Mais Flegg, dans ce livre qui s'appelle « Pourquoi je suis juif », a un poème qui est incroyable, qui s'appelle « Pourquoi je suis juif ». Je suis juif parce que né d'Israël et l'ayant perdu, je l'ai senti vivre en moi, plus vivant que moi-même. Je suis juif parce que, né d'Israël et l'ayant retrouvé, je veux qu'il vive après moi, plus vivant que moi-même. Écoutez bien, maintenant. Je suis juif parce qu'en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. C'est important, ça. En tout lieu dans le monde, loin ou proche d'Israël, loin ou proche de nous, en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Et ça veut dire pas seulement mais la souffrance des juifs. Suite, mais évidemment. C'est tout ça qui est important, tout lieu. Et écoutez bien, je suis juif parce qu'en tout temps crie une désespérance, le juif espère. Le juif espère. Et moi, je pense que c'est notre rôle dans l'histoire du monde d'espérer malgré tout. Alors on pourrait se dire, c'est terrible, il y a des situations de violence, de haine, mais justement, c'est là que nous devons espérer plus encore. Et alors, vous écrivez aussi que la création, et je cite Edmond Flegg, la création qu'il espère alors de la nation israélienne, on est en 1928-1930, et pour lui, avant tout, la condition de la mémoire d'un peuple, c'est lui qui parle, aussi bien que de sa survie. Un an après le pogrom du Hamas, monsieur le grand rabbin, le pogrom du Hamas du 7 octobre, est-ce que c'est toujours le cas ? Évidemment. Le rêve de ce qu'est Israël, l'État d'Israël, il a été créé il y a 75 ans, mais il a été pensé en 1897 avec Herzl, mais il a été rêvé depuis 2000 ans. Oui, mais... Parce que pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain Jérusalem, et donc ce rêve ne s'est jamais éteint. Mais la condition de la mémoire d'un peuple. Oui, mais... Est-ce que depuis le 7 octobre, est-ce que le 7 octobre, vous n'avez pas douté ? Vous n'avez pas douté ? Mais si on doute quand quelque chose ne va pas, alors il n'y a plus de raison d'espérer, au fond. Mais enfin,
on a été sidérés tous. Personne ne peut vous dire, moi, j'ai été serein. C'est pas vrai. Tout le monde a été sidéré. L'impensable se réalisait. Impensable à tout point de vue. Les horreurs que des hommes peuvent commettre contre d'autres humains étaient inconcevables. Elles ont eu lieu, ces horreurs. Le côté inviolable de l'État d'Israël, qui nous semblait acquis, a été démenti. Et pourtant, regardez, Israël s'est relevé, Israël se bat pour sa survie, et Israël a été capable de sécréter un principe que j'aime profondément, « We will dance again ». C'est-à-dire que personne ni rien n'éteindra notre désir de danser. Alors prenons-le... Comme au festival de Nova, on précise. Oui, mais prenons-le comme l'aurait dit Rabbi Nachman de Braslav, c'est-à-dire mettre en mouvement quelque chose en moi et dans le monde qui transformera ce monde, qui réparera ce monde. Vivre. Mais vivre, c'est réparer le monde. Alors, Israël qui doit mener une guerre sur au moins 3 fronts, contre le Hamas à Gaza, contre le Hezbollah au Liban et contre l'Iran, après son attaque au missile. On parlait du Yémen. Bon, mais ça, du Yémen aussi. Et c'est l'Iran qui est derrière tous ces fronts. Cette attaque de l'Iran contre Israël, qu'est-ce qu'elle nous inspire ? On dirait qu'on découvre les choses. Ouais. N'oubliez pas qu'en avril, il y avait déjà eu 350 missiles, drones. Ces attaques. Hein. Oui, mais c'est important parce que j'ai vu plusieurs journalistes dire c'est l'attaque de plus grande ampleur. Il me semble qu'en avril, il y avait eu 350. Non, parce qu'en avril, c'était des roquettes, des drones et quelques missiles. Et là, quand un drone vous tombe sur la tête, et là, c'était que ce soit un drone ou un missile, ça vous fait le même effet. Et là, donc, c'était des missiles hypersoniques. L'objectif dans les deux attaques était de tuer. Qu'Israël ait la technologie, et laissez-moi le croire, l'aide de Dieu, pour que ça fonctionne différemment, que la volonté des méchants, c'est autre chose. Mais eux, ils voulaient tuer. Donc, il faut mesurer que c'est une agression comme peu. On connaît la dernière de ce type, c'est l'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est une agression, ce sont deux agressions caractérisées. Vous allez me dire, oui, mais d'habitude. Mais au fond, quel pays au monde accepterait que ce soit le Hezbollah, même si on vous dit que ce n'est pas un État, mais enfin, ça partait du Liban, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, qui lance en permanence, mais vous êtes... des missiles. Alors, peu importe la technologie du missile, mais enfin, quand vous êtes en dessous, vous devez partir. Moi, j'ai passé un Shabbat complet avec les réfugiés, il faut les appeler comme ça, les réfugiés de Kiryat Shmona, dans un hôtel à Jérusalem, il y a au moment des 6 mois, donc 6 mois. C'était terrible. Ne pas pouvoir rentrer chez soi quand vous êtes dans un pays libre où la liberté de mouvement est la première des garanties pour les citoyens, c'est quelque chose de terrible et inacceptable. Donc Israël doit réagir. Israël doit réagir. Et il a mis 1 an à réagir. Israël doit réagir. On est en France. On va imaginer une chose. Si des missiles étaient tirés quotidiennement sur la France, depuis le Luxembourg, depuis l'Allemagne, depuis Monaco, le Liechtenstein, la Suisse, qu'est-ce qui se passerait ? La Suisse, il ne faut pas se frotter à la Suisse. Ils sont au top. Puisqu'on entend tous les gens qui disent... Aucun pays n'accepterait ça. Qui accusent Israël aujourd'hui. Je vous dis, aucun pays n'accepterait ça. Aucun. C'est une évidence, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Donc il faut comprendre pourquoi, juste pour Israël, on lui demande de donner sa réponse. Pourquoi, par exemple, quand il y a une agression d'un pays contre un autre, on plaint celui qui est agressé. Quand Israël est agressé par ses missiles, et en plus ces missiles permanents depuis 1 an, et même avant d'ailleurs, par le Hezbollah. Et les Houthis qui ont envoyé. Oui, et là on dit, attention, modérez votre réponse, n'enflammez pas le Moyen-Orient. Enfin, il est déjà enflammé le Moyen-Orient. Il faut au contraire éteindre l'incendie. Éteindre l'incendie, c'est-à-dire attaquer. Éteindre l'incendie, regardez ce que fait Red Adair, qui était le célèbre américain qui était né des incendies de puits de pétrole. Ouais. Eh ben, il mettait une explosion dans le puits de pétrole qui soufflait littéralement l'incendie et qui arrêtait le feu. C'est-à-dire qu'il faut mettre une explosion dans les centrales nucléaires iraniennes. Pas du tout. Laissez les spécialistes parler de ça. Moi, je peux vous parler de Rosh Hashanah, d'Edmond Fleck tant que vous voulez, mais je ne fais pas un cours de stratégie militaire, mais je pense que moralement, aucun pays au monde ne peut laisser ses citoyens se faire attaquer, être dans la panique et la peur, sans avoir une réaction digne. Est-ce qu'il faut considérer que l'Iran est au centre de l'axe du mal déjà depuis 79 45 ans. Ça fait longtemps que c'est le cas. Ouais. N'oublions jamais, et je tiens à remercier le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, d'avoir appelé la mémoire des 58 soldats français morts au Drakkar, un bâtiment en 83, que tout le monde semble oublier. En octobre 83, tout le monde les oublie. Bon, il y a 210 Américains le matin. 241. Oui, mais
Bon, je parle Ouais. des soldats dans le Ouais. bâtiment. Et vous parlez aussi de ceux qui De sont ceux qui autour. sont là, ouais. Mais moi, je parle des militaires. Il y a Mm. 210. Il y a 58 soldats français. Et on les passait par perte et profit. Je veux dire, il y a eu une cérémonie bouleversante aux Invalides. Et derrière, on a fait Il y comme avait s'il les n'y avait pas. 58 cercueils. Et alors, c'est vrai que Michel Barnier a rendu hommage Oui. à ces soldats. C'était Mais une est-ce que façon est-ce que indirecte de dire on n'oublie pas qui a fait ça. Mais justement, le mot Hezbollah, Euh, on l'a pas entendu. mais on sait très bien qui l'a fait. Hein. Et Emmanuel Macron n'a On pas, non sait plus, très bien qui l'a n'a fait. pas non plus dit ce qu'a dit Biden en disant Israël. Mais il l'a déjà dit. Enfin, il l'avait déjà dit. On pourrait faire un commentaire de Rachid Tosfot sur les déclarations des uns des autres. Ouais. Le fait est que, en tout cas, je peux vous dire que les Israéliens disent très clairement, la France, l'Angleterre, l'Allemagne sont les pays les plus allants dans la nécessité de mettre un frein à la volonté de destruction de l'Iran, plus que ne le fait l'Amérique, Mettre un qui frein est très occupé, c'est vrai, ouais, par ces questions électorales. par les élections. Mettre un frein, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire tomber le régime des Mollahs? Faire tomber les régimes, il n'y a que l'Amérique qui croyait faire ça en Amérique du Sud et ça n'a pas forcément Comme bien ça, marché. les aider Non, le non, peuple. non, mais aider le peuple, non. Le peuple il doit avoir une volonté du peuple qui émerge. Mais c'est vrai que le peuple iranien est un peuple asservi par une camarilla, notamment pilotée par les gardiens de la Révolution, en Iran. Et on a bien vu d'ailleurs que le président iranien, nouvellement élu, a fait campagne et a été élu sur l'idée de renouer les liens avec l'ensemble des pays Est-ce que occidentaux. C'est-à-dire qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Est-ce Parce que l'État iranien est complètement au banc des nations. est juste de dire que le Proche-Orient et le monde seront plus sûrs quand le régime des Mollahs ne sera plus au pouvoir à Téhéran? C'est le principe du battement d'ailes de papillon. Dès que quelque part ça va mieux, Mm. ça va mieux pour l'ensemble de l'humanité. Donc il est clair que par ces missi dominici ici ou là, on voit bien que l'Iran pilote et le terrorisme et la peur et une forme d'expansionnisme qui est insupportable. Donc le, il régime, faut- le monde sera plus sûr, sera plus en paix C'est pas quand, moi de quand le lire. régime. Non, mais c'est une question que je vous pose. Quand Oui. le régime des Mollahs sera plus là? Je peux pas. J'ai pas d'idée de ce qu'est le régime des Ouais. mollahs. Je dis simplement, on voit bien que derrière beaucoup d'actes de terrorisme, sans vous parler, n'oublions pas aussi les assassinats des victimes à Buenos Aires du centre juif Et de donc, l'ambassade d'Israël. et de l'ambassade d'Israël. Donc on voit de Donc partout c'est, dans je le crois, monde. pratiquement 200 personnes. Oui, partout dans le monde. Il y en avait 83 au centre communautaire. On voit partout dans le monde que les Américains ont appelé à un moment un axe du mal qui passe tout le temps par Téhéran. Donc à un moment, il faudrait que l'Iran arrête cette façon de voir détruire ce que sont nos sociétés et qu'elle retrouve la place qui était la sienne, historiquement, culturellement et même spirituellement. Alors, je reviens sur Emmanuel Macron. N'oublions pas que l'Iran, quand on parle de l'Iran, Ouais. vous savez, la reine Esther était reine d'Iran. Mhm. Donc, on a un lien réel. Il y a une avec l'Iran. proximité. Oui, Hein. c'est tragique de couper l'Iran de ce qu'elle est historiquement. Et quand on parle avec des Iraniens, hein, vous savez ce qu'ils disent. Israël a bien fait d'éliminer Nasrallah, de s'en prendre au Hezbollah, et la prochaine fois, il faut que ce soit les Mollahs. Ils veulent que le régime des Mollahs tombe. Un mot sur Emmanuel Macron, quand même, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous C'est vous qui répondez en avez parlé. Hein? C'est vous qui en avez Oui, parlé. je vous ai posé la question. Mhm. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il a une position un peu timorée par rapport à ce qui se passe notamment au Liban? Je ne vais pas répondre, je ne suis pas l'avocat du président de la République, mais Mhm. ce que je sais, c'est que j'étais le 7 février Mhm. dans la cour d'honneur des Invalides, Mhm. où a eu lieu, à l'initiative du président de la République, la seule cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre mondiale, Mhm. au monde. Et donc, Et donc, je me dis, il y a des choses, des actes qui sont posés qui sont des actes qui restent et qui resteront dans l'histoire. il Non, a je fait dis ce qu'il pas, il fallait y a faire. pas. Et donc, je dis simplement, la vérité de quelqu'un, elle est dans les actes plus que dans les paroles. Acte et Mais c'est parole. normal que vous, les journalistes, vous voyez surtout les paroles. Ah, moi, je pose des questions, je Oui, m'en oui. du tout, je pose des questions, c'est tout. Depuis le 7 octobre, vous êtes rendu en Israël. Qu'avez-vous vu sur les lieux de ce pogrom? Quel souvenir gardez-vous en vous? J'ai vu des choses beaucoup plus belles. J'ai vu la solidarité incroyable en Israël. J'ai vu la capacité du pays à rebondir. J'ai vu un kibbutz
céder un espace de son terrain pour recréer un kibboutz qui a été quasiment détruit, j'ai vu cette force du peuple d'Israël et de l'État d'Israël qui pense aux autres, Qui pensent aux qui autres. se font du souci. Ils se font du souci pour nous Pour en nous, diaspora, alors que nous, on se fait du ils se souci font du pour eux. souci parce qu'ils se Moi, disent, j'ai genre, trouvé que c'était merveilleux. C'était Pe- exactement la définition de la fraternité. parce qu'ils Chacun se fait du souci pour l'autre. parce qu'ils se disent l'antisémitisme, Oui, et nous, on se dit ce qu'ils subissent, c'est terrible. c'est terrible. Et est-ce juste de dire qu'Israël mène une guerre existentielle, que ce soit contre l'Hezbollah, contre le Hamas, contre l'Iran ou contre... C'est une éventuellement la Syrie. question stratégique d'Israël. Toutes les guerres qu'ils mènent sont des guerres existentielles. Et en quoi le 7 octobre est quelque part un moment de bascule dans l'histoire et de l'histoire. Bernard-Henri Lévy, qui a toujours une analyse juste, parle du 7 octobre comme un moment, sans s'égayer du terme. C'est un moment, c'est-à-dire quelque chose qui a un tournant, il y a un avant et un après, évidemment. Donc il a absolument raison. Mais malgré ce qu'il décrit, la solitude d'Israël, en réalité, on a vu à quel point il y avait de nouvelles solidarités qui se mettaient en marche. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que d'abord, beaucoup de masques sont tombés, des faux amis ont montré leur véritable visage, et fondamentalement, on a reconstruit de nouvelles solidarités. Oui, je crois en ça. Et pourtant, cette journée du 7 octobre, elle a vite été oubliée par Non. beaucoup de monde à travers le monde. Écoutez, tous les vendredis, par exemple, tous les vendredis, il y a un rassemblement au Trocadéro. Alors, pendant les Jeux Olympiques, il avait lieu dans le Marais, mais vous voyez, ça a Mais c'est jamais... pas l'ensemble de la population française qui se Mais il a sent lieu. concernée. Mais il a Ouais, lieu. ouais. Et on verra là maintenant aujourd'hui, là, pour le 6 et le 7, les commémorations qui ont lieu aujourd'hui à l'appel du Cacal et Et demain, demain à l'appel du CRIF, et avec le consistoire. Et Maître Élie Corchet a dit on aurait pu imaginer faire une cérémonie pour nous aussi, mais on prône là, maintenant plus que jamais, l'unité communautaire. Et donc on a répondu présent à l'appel. non, mais il y a des la institutions. communauté et puis il y a la France, c'est ça dont Oui, je mais parle. c'est cette Hein France de nos concitoyens non juifs Mm. qui est appelée à être présente aujourd'hui et demain. Alors, on évoque plus de 40 000 morts à Gaza, dont des milliers de civils et d'enfants. D'abord, est-ce qu'il faut croire à ces chiffres du Hamas? Et deuxièmement, on vous accuse de ne pas avoir de compassion pour ces civils. Donc, les chiffres du Hamas et la compassion. Ce que je vous ai lu. Ouais. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus. Non, mais c'est important, je vais vous le relire, Ouais. parce qu'on ne vous l'a peut-être pas bien entendu. Alors, je vais le relire. Je suis juif parce que, en tous les lieux où pleure une souffrance, le juif pleure. C'est Edmond Flegg, mais c'est mien. Mm. Mieux, lorsque les Hébreux passent la mer Rouge, en sortant d'Égypte, et que la mer se referme sur les Égyptiens qui les suivent, les Égyptiens meurent, les Hébreux chantent, les anges chantent, et les anges disent à Dieu, mon Dieu, tu chantes pas avec nous? Et Dieu leur répond, mes enfants, les Égyptiens, sont en train de mourir, vous voulez que je chante? Mm. Et vous dites la même chose pour les Palestiniens de Gaza? Mais je hein? dis la même chose, qui peut se réjouir de la mort d'une personne? Mm. D'une personne. Je ne vous parle pas d'un enfant, d'un vieillard, d'une femme, d'un soldat. Qui peut se réjouir de la mort de quelqu'un? N'oubliez jamais cette phrase, qui est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Ce n'est pas une jolie phrase sortie sur le tarmac de l'aéroport. Mm. C'est la phrase que Golda Meir va dire à Sadat quand elle l'accueille. Elle n'est plus première ministre. Elle accueille Sadat à l'aéroport et elle lui dit, Monsieur le Président, nous vous pardonnerons un jour d'avoir tué nos enfants, mais nous ne vous pardonnerons jamais de nous avoir obligés à tuer vos enfants. Mm. Il faut avoir conscience de ça. C'est pas, je Et- vous le et je redis, peux c'est vous dire pas que une c'est phrase. émouvant C'est d'entendre ça. l'éthos, Émouvant d'entendre ça. mais c'est l'éthos profond d'Israël en tant qu'État. Et c'est l'éthos profond de chaque juif parce que ce n'est pas notre vocation d'aller jouer les fanfarons ni sur les champs de bataille. Et je vais vous le prouver. Le roi David a dû faire des guerres. Il a été obligé de faire des guerres. Et quand il demande à Dieu, mon Dieu, j'aimerais construire ton temple, Dieu lui dit, tu ne peux pas, tu as les mains pleines de sang. Et David lui dit, mais mon Dieu, c'est toi qui m'as demandé de faire ces guerres. Oui, parce qu'il fallait les faire. Mais je ne peux pas accepter qu'il y ait de la sainteté pour construire mon temple avec ses mains. Ton fils Salomon le fera. Écoutez ce que ça veut dire. Mhm. Ça veut dire que personne ne se glorifie de ce à quoi il faut arriver juste pour pouvoir survivre. Alors qu'après, technologiquement, techniquement et par l'engagement humain, parce que regardez le nombre de soldats qui meurent. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 700 soldats qui sont morts depuis le 7 octobre? 700 soldats! C'est quelque chose d'inimaginable pour un pays de cette taille. Et donc, il faut mesurer ce que ça veut dire. Et ce sont des enfants qui ont 18, 19, 20 ans.
quelques réservistes, je ne dis pas non, mais peu importe. Et il faut juste mesurer Et le aujourd'hui, traumatisme du pays. et des soldats qui meurent aussi au Liban. Hein, Oui. Des jeunes, Il y en a. 21, 22 ans, qui meurent au Liban. C'est une guerre, c'est un conflit de civilisation ou pas ce qui se passe entre Israël et les groupes terroristes et l'Iran? En tout cas, Israël est perçu comme le porte-avions du monde occidental dans la région. Et donc, ceux qui veulent extirper cet îlot de liberté, de démocratie, d'expression, d'art, de liberté, créent de facto un front entre les forces de liberté et les forces obscures d'interdiction de liberté, d'oppression. Après, vous fixez où vous voulez le limestre des combats entre le bien et le mal. Et vous parliez des otages tout à l'heure. On les a curieusement oubliés, ces otages. Pas dans la communauté juive. Non, mais il y a que la communauté juive, il y a les autres. Je réfléchissais Il y a à les cela. autres. Oui. On va commencer à lire Avinu Malkeinu, ce texte qu'on lit entre Rosh Hashanah et Kippour. On a commencé à lire en Rosh Hashanah, on va continuer. Il y a des communautés qui le lisent depuis 1 an, tous les jours. Oui, mais moi je parlais nous de ceux qui ne sont pas juifs. Nous récitons, dans la synagogue où je prie, Ouais. nous récitons 2 psaumes pour Israël depuis 1 an, tous les jours. Donc, nous avons construit des moyens rituels pour ne pas oublier. Je vous ai parlé du rassemblement tous les vendredis où ces femmes sont merveilleuses de se réunir avec une constance incroyable, une façon de dire, si on abandonne, alors on leur dit qu'ils ne comptent plus. Et pourtant, vous avez vu ce qui s'est passé tout au long de ces mois, de cette année. Mais que... Laissez-moi finir. Vous savez, ces photos d'otages qui ont été déchirées. Une horreur. Hein? Une horreur. C'est quelque part, C'est une façon de dire, je ne veux pas voir ce visage qui me culpabilise, moi, dans mon espace, parce que je préfère fermer les yeux. Et moi, je sais que Chanteclair, dans le roman de Renard, dit « Maudits soient les yeux fermés ». Maudits soient les yeux qui se ferment. Et je pense que une société qui est capable de produire des gens aptes à arracher des photos d'enfants, d'otages, uniquement parce que les voir les insupporte, c'est une société qui doit se poser des questions. Et alors, aussi, une question qui se pose, qu'on se pose depuis le 7 octobre, depuis 1 an. Pourquoi, 75 ans après sa création, on met encore en cause la légitimité d'Israël et on cherche même à nazifier l'État juif? Pourquoi? Le nazifier, c'est essayer d'effacer la honte et la tâche du nazisme. Au fond, si on les traite de nazis, c'est que les nazis, c'est pas très grave, et donc on n'a plus à culpabiliser par rapport à ce que les nazis leur ont fait. Pardon, ce que nous leur avons fait. Parce que les nazis l'ont fait qu'avec les complicités des peuples qui maintenant tentent d'inverser la charge. En disant, même s'il il faut pas oublier les justes. Hein, mais les justes, justement, se comportent en justes. Aujourd'hui encore. Les justes, aujourd'hui encore, disent non. L'État d'Israël est un État qui essaie de défendre des valeurs, qui défend une façon, ce qu'on appelle un jus in bello, un droit dans la guerre. Et ce droit dans la guerre, il essaie de le porter selon les critères qui sont acceptés par toutes les armées occidentales. Et parmi ceux qui nazifient Israël, quelque part, c'est un certain nombre de gens qui disent, enfin, ces gens-là disent, Israël, la création d'Israël, c'est un fait colonial. Bon, si je peux me permettre, mais ça c'est votre analyse, et puis comme vous dites, c'est vous le journaliste, c'est vous qui posez les questions. Vous donnez trop de poids à essayer de comprendre le raisonnement de gens qui relèvent plus de la psychiatrie. Je ne sais pas comprendre, je pose des questions. Quand ça relève de la psychiatrie, ça relève de la psychiatrie, il n'y a pas vraiment... Parce que la mauvaise foi, je veux bien une fois, je veux bien une erreur une fois, mais quand c'est récurrent, vous dites que ça relève vraiment de l'obsession. Alors l'obsession, c'est psychiatrique. Donc moi, je n'ai pas à faire l'exégèse de tout ce que les faquins de ci ou de là disent, et sur moi, et sur Israël, et sur les Juifs. Parce que pour aller dans votre sens, Gérard Haro... Parce que, est-ce que vous pensez normal? Pardon, si je me permets de jouer au journaliste et de vous poser une question, c'est vous le spécialiste. Est-ce que vous, par exemple, vous avez dit quelque chose quand un ministre de la République se fait insulter, et donc à travers lui, toute la France, et moi en particulier, se fait insulter par Jean-Luc Mélenchon en disant « on sait très bien quels sont, qui va soutenir évidemment donc, qui l'a soutenu Netanyahou, c'est Benjamin Haddad, on va en parler après. Non mais c'est quelque chose d'assez terrible. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup été remarqué. Mais on va en parler. Et que personne ne dise, que personne ne fasse un article 40 qui est à la mode maintenant, il paraît. On va en parler. Mais bon. Gérard Haro, il va dans votre sens. Vous savez, l'ambassadeur de France. Président de la Société des Amis du Louvre, c'est-à-dire un homme qui aime le beau, et qui prend des risques. Il a été ambassadeur aux États-Unis et en Israël. Et il a dit ici même, il y a quelques mois,
qui voient dans Israël le juif des nations. Ça vous Oui. parle? Mais c'est absolument le cas. Le juif des nations. Ah. Hein? Et est-ce que vous voyez dans tout ce qui se passe une forme d'antisémitisme? Pas une forme. C'est de l'antisémitisme. En 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, à la cérémonie du Vel-d'Hiv, juillet 2017, dit dans son discours « L'antisionisme est un antisémitisme ». C'est quelque chose qui est évident. L'Assemblée nationale a accepté la définition de l'IRH, elle a fait un vote solennel pour dire « Nous revendiquons la définition de l'IRH, l'Institut international de lutte contre l'antisémitisme et la mémoire de la Shoah », qui stipule que l'antisionisme est un antisémitisme. Donc l'affaire est réglée. Est-ce que, en dépit de tout ça, Raïm Korsia, monsieur le grand rabbin, vous croyez encore à la paix israélo-palestinienne? Évidemment. C'est le Et seul vous la chemin. souhaitez? Mais non, c'est pas que je la souhaite. Elle va arriver. Mais elle est encore possible? Elle va arriver, et je vais même vous dire mieux. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, dans le terme kabbalistique, il y a ce qu'on appelle les souffrances de l'arrivée du Messie. Au fond, ce qu'a fait le Hamas, c'était clairement pour essayer d'empêcher l'Arabie Saoudite de signer les fameux accords d'Abraham, qui auraient quand même apaisé grandement l'ensemble de la région. Le Hamas, l'Iran. L'Iran. Oui, non, mais le Hamas, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Derrière, c'est l'Iran. Donc en fait, l'Iran, qui est dans une guerre réelle avec l'Arabie Saoudite, essaye par tous les moyens de l'empêcher de faire cet accord qui, évidemment, redonnerait un autre visage au Moyen-Orient, beaucoup plus serein. Mais ça se fera. Cet accord, ça n'a solution. Inch'Allah, comme disent mes amis. Voilà, une solution à 2 États? Les modalités pratiques techniques, les 2 États, c'est la solution qui avait toujours été prônée. Maintenant, en réalité, il y avait déjà 2 États. Il faut voir juste que les Palestiniens soient capables de gérer et Gaza et la Cisjordanie avec des garanties de sécurité. Et donc après, il faut trouver des moyens pour que ça puisse se faire, y compris des moyens pour que l'économie puisse repartir, qu'il y ait la possibilité du commerce. N'oublions pas qu'on a scellé le rapprochement puis la paix avec l'Allemagne en commençant avec le charbon et l'acier. Ouais. C'est-à-dire ce qui construit... Mais c'est quoi le charbon et l'acier d'aujourd'hui et du Proche-Orient? Le lait et le miel. Le lait et le miel, les dattes et les oranges. Je ne sais pas trouver ce que vous voulez, mais il y a forcément entre 2 entités qui sont en réalité sur le même espace, vous avez forcément des données économiques qui permettent d'avancer. Ou alors le pétrole et la technologie. Il n'y a pas beaucoup de pétrole chez les Palestiniens et chez les Israéliens. Chez les Saoudiens, il y en a. Oui, évidemment. Est-ce que vous êtes d'accord avec Chuck Schumer? C'est le chef des démocrates au Sénat américain, quand il a dit qu'aucune paix ne sera possible tant qu'Israël sera dirigé par Netanyahou et les Palestiniens représentés par le Hamas. Écoutez, moi, vous n'avez pas aimé cette question, mais je vous la pose quand même. Non, c'est pas que j'ai pas aimé ou pas aimé vos questions. Vous les posez et j'y réponds si je veux. Mais en l'occurrence, je crois que c'est pas le temps de commencer à voir qui doit faire quand le pays d'Israël, l'État d'Israël est en guerre. Et je trouve que l'État d'Israël a eu l'intelligence incroyable de reconstruire une unité, alors que, croyez-moi, avant le 7 octobre, c'était une catastrophe. Eh bien, l'État d'Israël était capable de reconstruire une unité pour affronter de manière unie ses ennemis. Donc, les temps politiques viendront après. Vous avez dit Inch'Allah tout à l'heure. Oui, non, mais ça me fait penser. Les accords d'Abraham. Oui, mais ça me fait penser à une personne que vous connaissez bien, Shems Eddin Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris. Est-ce qu'il a joué son rôle? Parce qu'on l'a pas beaucoup entendu. Et vous, là, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas, on l'a pas beaucoup entendu. Ce qu'ils disent, moi je pense que on peut pas attendre forcément tout de tout le monde. Il y a eu des mots formidables de beaucoup de responsables de la communauté musulmane. Je pourrais vous faire lire encore là, sur mon portable, des vœux que j'ai eu pour Rosh Hashanah. Et j'ai répondu, et c'est naturel. Donc, écoutez, chacun a un agenda personnel. Il y a aussi des liens avec différents pays qui sont aussi des questions importantes. Écoutez, tout ira bien. Alors, on constate aussi... Et merci Hachem, si Dieu veut. Si Dieu veut. Ouais. On constate aussi l'émergence du phénomène woke aux États-Unis, de ces universités dans lesquelles toutes les minorités sont protégées, sauf la communauté juive. Est-ce que nous sommes préservés ici en France du wokisme américain? On a vu quelques prodromes à Sciences Po, dans certains lieux. Quelques quoi? Quelques
débuts, quelques... Vous avez dit pogrom? Non, mais reprenez Ouais. le verbatim de l'émission, vous verrez que c'est pas ce que j'ai dit. On a vu quelques débuts, le mot juste c'est prodrome, mais après, regardez votre dictionnaire et vous trouverez. Et donc, je pense pas que ce soit un mouvement qui puisse s'installer en France parce qu'il y a une sorte de réaction du corps social qui n'accepte plus cette dictature de l'impossible, cette dictature de théories qui ne sont fondées sur rien et surtout qui tournent le dos à la réalité. Donc le Et il y a l'universalisme. Oui, et le wokisme, même en Amérique maintenant, et si vous voulez, la marée wokiste commence à redescendre. Alors, une guerre entre Israël et le Hamas, maintenant avec le Hezbollah, l'Iran, les Houthis, avec des conséquences en France. C'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée souvent par la gauche de la gauche, vous l'avez dit, sous couvert d'antisionisme. Est-ce que ça veut dire que les juifs français sont en danger? En danger? Non. Non, parce que nous sommes allés avec le président du consistoire, Maître Elie Korchia, rencontrer le ministre de l'Intérieur avant les fêtes pour assurer du dispositif qui était mis en place par le ministre. Et c'était un dispositif lourd, conséquent, avec des directives très claires données aux préfets. Donc l'État nous protège comme des citoyens. Il protège en particulier les risques évidents que la communauté juive assume, parce que c'est une réalité. Mais il y a un déploiement important des forces de l'État, et donc on n'est pas plus en danger qu'ailleurs. En réalité, c'est le monde entier qui est soumis à un truc. Juste pour votre gouverne, j'ai tapé sur mon téléphone pour vous donner la définition précise de prodrome, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas pogrom. Hein. Non, mais Je sais. non, parce que je vous ai senti un peu... Ouais. Ceux qui annoncent un événement, par exemple, les prodromes d'une guerre. Globalement, ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je suis revenu dessus, pas pour vous donner la définition exacte, mais pour vous dire que parfois on ne sait pas mesurer ce qu'on appelle les signaux faibles, qui annoncent des choses. Et donc, le wokisme annonce une façon de faire ce qu'on appelle, c'est étrange comme mot, une post-vérité. Mais vous savez ce que c'est la post-vérité? C'est du mensonge. Voilà, il faut dire les choses telles quelles. La post-vérité, C'est le contraire c'est de la du vérité. mensonge. Parce que post-vérité, moi je ne sais pas ce que c'est. Je connais vérité ou mensonge. Alors, autre question, par rapport à la Et communauté donc on a juive. laissé s'installer ça. On a tort. Est-ce qu'il faut craindre des attentats contre la communauté juive? Vous avez vu le ministre de l'Intérieur, vous les faites, ce sont... Hein? Non mais regardez, je ne peux pas vous dire, c'est simple. L'ensemble des démocraties occidentales, l'ensemble, sont menacées. L'ensemble. On l'a vu malheureusement à Yafo, cet attentat horrible contre les Israéliens, à la mitraillette, des gens à un arrêt de tram. Ça peut arriver partout dans le monde. Est-ce que ça peut arriver Mais en France? je ne peux pas vous dire non, Ouais. mais je peux vous dire que les services font tout pour anticiper, contrôler et faire en sorte que ça ne se passe pas. Voilà. Quand vous arrivez à votre synagogue le matin, est-ce que vous dites il peut y avoir un attentat? Honnêtement, non. Mais c'est vrai que l'habitude fait que maintenant on regarde. Mais je vais être très franc avec vous. Jamais je revivrai ce que j'ai vécu le 19 mars 2012, quand j'emmène mes enfants à l'école et j'entends à la radio les assassinats à Toulouse. Et là, l'école aux Arts à Torah. Et là, oui, je peux vous dire que ce jour-là et les jours d'après, j'amenais pas mes enfants de la même façon. Alors on parlait de cette montée de... Mais là, je crois que... mais je vous le redis, on est en temps des fêtes. Il faut que tous vos auditeurs soient conscients qu'on doit avoir un niveau de vigilance accru. On ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe. Et nous sommes tous des acteurs de la sécurité. Vous savez, par exemple, fermer les portes des synagogues. Par exemple, vérifier qui entre. C'est pas anodin. Comme on le fait ici à Radio J. Hein. Oui. Alors, une question personnelle qui est liée à tout ça. Émeric Caron a annoncé une plainte contre vous pour apologie de crime. Qui Émeric Caron? Vous savez qui c'est? Non. Donc pour non mais... laissez-moi poser votre question. Fous. Je sais, mais je vous pose la question. Peu manchot. Hein, franchement. Ouais. D'abord. Non, mais pour nos auditeurs, je veux oui. dire. Hein, donc apologie de crime de guerre à Gaza, après que vous ayez déclaré que les massacres à Gaza, c'est un fait de guerre qui incombe au Hamas. Est-ce que vous redites ça aujourd'hui? Est-ce que vous le dites aussi s'agissant du Hezbollah et de l'Iran? Attends, pardon. Hein, allez-y. Comment penser autrement? Penser autrement quoi? Que le 6 octobre 2023, Israël ne bombardait pas Gaza. Bien.
Donc Israël n'est pas dans la volonté de bombarder Gaza. Israël bombarde Gaza pour éliminer la menace terrifiante que le Hamas fait planer sur chaque citoyen israélien. Et donc, les bombardements démarrent après. Et dans la mesure où les bombardements démarrent après, tous les morts de Gaza, et qui sont insupportables, mais tous ces morts sont à imputer au Hamas. Et on pourrait même aller plus loin, parce que le Hamas, s'il rendait brusquement demain matin les otages, je pouvais signer qu'Israël arrête de les chercher. Et donc d'aller combattre à Gaza, et donc de bombarder Gaza. Donc en fait, le Hamas est absolument et totalement coupable de chaque mort de Gaza. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, cette plainte de Caron ? Je sais pas. Certains y ont vu de l'antisémitisme. Hein. Vous avez vu ça ? Enfin, pourquoi vous doutez ? Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous doutez que quelqu'un... Parce que Caron, je vais vous dire qui c'est. Allez-y. C'est quelqu'un qui, lorsque, dans une émission du samedi soir à la télé... C'était face à Alexandre Arcadi, hein, c'est ça. Oui. Qui présente son film sur Ilan Halimi et qui raconte à un moment les horribles tortures qu'Ilan Halimi supporte, brusquement, lui, sort de ses gonds et dit « Est-ce que vous pensez aux martyrs des enfants palestiniens ?» Si vous arrivez à me trouver un rapport qui minorerait les souffrances ou l'horreur de ce que subit Ilan Halimi. Un extrait, on peut proposer des choses, un extrait qui a été coupé après. Comment ? Un extrait qui a été coupé avant la diffusion de l'émission. En tout cas, il l'a dit. Oui, ça a été il l'a rapporté. dit, et c'est assez violent pour marquer quelqu'un définitivement. Donc, quand quelqu'un a ce type d'obsession, que moi j'appelle psychiatrique, non seulement il n'y a rien à attendre, mais bon, il est ailleurs. C'est un antisémite ? Oui, pour vous poser la question. Oui, non, mais je vous pose la question. C'est un antisémite. Vous aimez bien ça. Vous aimez bien, mais j'aime bien savoir. J'aime bien savoir les choses. Lui, pas antisémite. Non, bon, pas du tout. Et Mélenchon, d'ailleurs, vous parliez. Alors, Mélenchon, vous avez vu tout le monde a constaté que lui et ses amis de LFI multiplient depuis des années les déclarations et les tweets au relais antisémite, que ce soit sur le CRIF, sur les... Il faut arrêter de dire au Roland. Faut arrêter de dire au Roland. Les tweets antisémites. Vous dites les tweets antisémites. Oui. Bon, sur le CRIF... Personnalité d'origine juive, Yael Braun-Pivet. Vous rappelez que Mélenchon, c'est quand même un collector. Franchement, celui-là, il faudrait le mettre au musée de l'antisémitisme. Musée des antisémites ou de l'antisémitisme ? Non, des deux. Mélenchon dit, si Corbyn a perdu les élections en Angleterre... C'est à cause du CRIF. C'est à cause du CRIF. Et du grand rabbin de... grand rabbin de Grande-Bretagne. Mais du CRIF, qu'est-ce que... Du CRIF, c'est incroyable. Et alors, vous savez ce qu'il disait aussi, pour ça que je vous pensais. 2013. Mais vous savez que 2013, il s'en est pris à Pierre Moscovici, en disant qu'il préfère... Il parle finance internationale et pas France. Voilà. Il coche toutes les cases, y compris en parlant de camper à Tel Aviv pour Yael Braun-Pivet. Et lui, qui est un homme de culture, sait très bien que camper, c'était le terme qu'utilisait l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres pour parler des juifs qui campent, c'est-à-dire qu'ils sont dans les tentes, ils ne sont pas d'ici, ils sont des nomades. Donc lui, il campe dans l'antisémitisme ? Lui, il incarne. Il incarne l'antisémitisme ? Il incarne cet antisémitisme d'extrême gauche. Mélenchon, hein ? Oui, l'extrême gauche qui salit tout ce qui touche. Et qui aurait dû d'ailleurs, normalement, rebuter ceux qui ont fait des accords avec lui. Vous parlez du Parti Socialiste? Non, je ne parle pas de personne. Pas vous songez, puisqu'on a compris. Et puis alors, Mélenchon, qu'est-ce qu'il a fait là, mais vous n'avez pas des gentils sur qui parler. Pourquoi vous parlez que de lui? Non, vous avez vu qu'on a parlé de plein de choses. Mais quand même, ça nous a marqué. Il a accusé Netanyahou, c'était mardi soir, d'entrer en guerre contre l'Iran, alors que l'Iran avait envoyé des centaines de missiles en Israël. Là, ça veut dire quoi? C'est un psaume. C'est un psaume. Ils ont psaume? Oui, je vais vous dire, ils ont des yeux et ne voient pas, des mains et n'agissent pas, des oreilles et n'entendent pas. C'est pas compliqué. C'est ce que j'appelle la post-vérité, c'est-à-dire la culture du mensonge. La culture du mensonge. Et alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai quand même envie de vous poser cette question parce que vous aimez bien. Moi, ça m'a choqué, ça m'a marqué, ça m'a fait mal d'entendre Mélenchon dire à propos du nouveau ministre. Moi, quoi qu'il dise, ça me laisse Non, mais du nouveau ministre d'Affaires européennes, Benjamin Haddad, le ministre délégué, je cite Mélenchon, le ministre délégué pour s'occuper de l'Europe est acquis à la politique de M. Netanyahou. Voilà ce qu'a dit Mélenchon. Ouais. Et donc vous dites, il aurait fallu un article 40 ? En tout cas, il faudrait que la justice nous dise si on peut dire que vous, parce que vous vous appelez Aziza, vous aimez bien Zidane, parce qu'Aziza, Zizou, Zidane, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire quoi? Que les noms, les origines, elles dépassent le fait que c'est un ministre de la République?
Ça veut dire que quand il y a un ministre, je sais pas moi, breton, on va dire, lui, il ne faut pas du tout qu'il s'occupe. Il doit se déporter, si j'ose dire, lorsqu'il va traiter des affaires de Bretagne. Quand on est ministre, on représente l'ensemble des citoyens. Je n'ai jamais vu. On est ministre de la République. Mais oui. Hein C'est de mon point de vue, quelque chose d'horrible. Ça a rappelé à certains, je suis sûr que ça vous l'a rappelé à vous. Vous savez ce qu'avait dit Jean-Marie Le Pen de Lionel Stoléru? C'était pratiquement le même type de sous-entendu. Oui, mais Jean-Marie Le Pen, c'était aussi un spécialiste de ce genre de saillies on va dire de points de détail. Hein, non, de saillies qui permettent d'envoyer un signal à tous ses soutiens pour leur dire je suis avec vous, je vous comprends, je n'ai pas besoin de le dire clairement, mais vous comprenez ce que je comprends. Et donc, Mélenchon, il est aussi... Voilà, vous ne pouvez pas parler de football, parler de Torah, si vous voulez. Je voulais vous parler de Dominique de Villepin, votre ami. C'est bon. Et après, on parlera d'autre chose. Lui, BHL a qualifié ce qu'il a dit de cliché rance, intervention après intervention. Mais au moins, de Villepin, c'est clair. Ouais. Il est payé, puisqu'il est avocat. Au moins, c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Allez-y. C'est une question d'argent? Non, il défend... comme un lobbyiste, d'ailleurs, il défend des positions. Donc, il défend des positions des pays qui le payent. C'est clair, il est avocat. Au moins, il est avocat, mais avocat de l'antisémitisme? Il est avocat de ce qu'il veut, comme il veut. D'accord. Mais bon. Alors, je vais revenir sur ce que on arrive à la fin de l'émission, sur ce que vous disiez au début de cette émission, quand vous citiez Edmond Flegg. Est-ce que vous dites, comme Bruno Retailleau, que l'immigration n'est pas une chance pour la France? Et ça renvoie à ce que vous disiez aussi au début de cette émission. Moi, j'étais rabbin de Reims à l'époque. Le maire de Épernay s'appelait Bernard Stasi. C'est justement, on va le dire pour nos auditeurs, Bruno Retailleau a pris le contre-pied de ce qu'avait dit Bernard Stasi à l'époque. Voilà, oui, comme quoi il faut connaître un peu la géographie politique des uns des autres. Bernard Stasi avait écrit un livre bouleversant, très beau, qui s'appelait « L'immigration, une chance pour la France ». Et je vais vous dire, au jour d'aujourd'hui, il y aurait tellement de métiers qui ne seraient pas occupés. Vous savez, aller dans un restaurant, enlever les Pakistanais, il n'y a plus de restaurant. Voilà. Il n'y a plus de restaurants. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Dans les hôpitaux, enlever les médecins syriens, enlever les médecins libanais, enlever les médecins burkinabés, enlever les médecins béninois, dans tant et tant de secteurs. Donc c'est ridicule de dire c'est une chance, c'est pas une chance. La réalité, c'est qu'on s'est construit. La France est un pays qui s'est construit en étant ce qu'on appelle en hébreu tsarfat, un creuset. On apporte des choses de partout et ces choses, elles font un alliage, elles se mettent ensemble. Et donc la réalité, et Bruno Retailleau a raison de dire qu'il faut que cette immigration apporte quelque chose à la France et ne fragilise pas la France. Mais alors, quand vous avez une litanie de personnes refusées de France, qui sont condamnées à quitter la France avec un OQTF, obligation de quitter le territoire français, et qui vont tuer des jeunes filles, qui vont être des prédateurs pour nos jeunes, eh bien, oui, je pense qu'on peut se poser la question du contrôle de qui rentre. Non, mais là, c'était l'immigration n'est pas une chance pour la France. C'est là la question. C'est un contrôle. Ça, c'est les OQTF. C'est ce qu'on appelle dans votre monde, qui n'est pas le mien, grâce à Dieu, une punchline. C'est une phrase pour accrocher, pour faire que à l'émission du dimanche, l'intervieweur puisse poser la question. Non, mais il a eu tort ou pas de dire ça? Mais la réalité, c'est qu'il faut absolument que l'immigration redevienne cette chance qu'elle a toujours été pour la France, parce que c'est notre histoire. C'est notamment l'histoire d'une grande partie de la communauté juive, qui ne sont pas forcément nés en France. Oui, mais ou dont leurs parents, grands-parents c'est pas la question. La question, non, mais je dis pour nos auditeurs. La question, c'est que ces ancêtres des membres de la communauté juive qui ne sont pas nés en France ont rêvé de la France et ont construit la France. Et là, on vous parle de personnes qui détruisent ce que nous vivons ensemble. Donc, c'est juste une question d'équilibre. Il faut trouver comment respecter cet impératif que je comprends parce que c'est dans la Bible. Et moi, j'aime quand je me pose des questions, voir la Bible. Et la Bible dit « Tu aimeras l'étranger car tu as été étranger en terre d'Égypte. » Voilà. Mais il faut en contrepartie, et c'est la règle dans la Torah, que l'étranger se soumette à des règles communes qui lui permettent lui aussi de vivre avec les autres comme tous les autres. Et je veux dire, c'est pas qu'une question de vivre ensemble, vous voyez. Écoutez bien le distinguo que je fais. Le vivre ensemble, c'est mignon, mais il faut vivre ensemble heureux. Vivre ensemble heureux. Vivre ensemble heureux. C'est pas par exemple le modèle anglo-saxon où on est tous côte à côte, mais distingués, fermés, séparés. Vivre ensemble heureux, c'est ça le modèle français. Eh bien, vivre ensemble heureux, est-ce que vous voyez... c'est ce que je souhaite pour vos auditeurs pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An. De pouvoir vivre ensemble, tous pour ensemble. Pour le Nouvel An qui heureux. s'est passé et pour qui arrive. C'est ça, voilà. Et l'avenir des Juifs français,
Vivre ensemble heureux. Voilà mon programme. Merci en tout cas, monsieur le grand rabbin de France, Raïm Corsia, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Aussi. À dimanche prochain et ça sera juste Shana Tova. au lendemain de Kippour. Shana Tova à tous. Merci.